Yo, c'est Derba et je suis avec un Mwana Mboka, un Mwana Mai, celui qu'on appelait Styler, celui qui court plus vite que les balles, celui qu'on appelle Son Altesse le double S. Je pense que tu as deviné, on est avec Monsieur Passy en live de Verviers. Passy, Yaya, et toi? Ça va, tu vas bien? Oui, tranquille. Ouais. Merci d'être venu. Merci pour l'interview. Ça fait extrêmement plaisir. Déjà, je voulais te féliciter pour le concert au Moulin Rouge avant-hier. C'était sold out, c'était full. Comment ça a été? Super, c'est un concert qui retrace un petit peu ma carrière et qui présente le futur aussi. J'étais superbement bien accompagné. J'étais content parce que j'avais une grosse partie de ma famille et des gens que j'aimais autour de moi. Magnifique. Donc, j'étais en famille. Super, magnifique. C'est pour ça que ça s'est bien passé, je pense. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai la chance d'avoir dans ma famille des gars high level. Exactement. À tous les niveaux. Donc, quand on arrive à les mettre ensemble, à tous les points là. Ça fait des belles choses, Encore félicitations pour ce concert-là. Alors, on est au festival Libertad. Libertad qui veut dire liberté, pour ceux qui dormaient en cours d'espagnol. Et alors justement, moi je pense, si je devais résumer ta carrière en un mot, ce serait le mot liberté. Liberté pourquoi? Parce que, déjà liberté artistique, parce que créer un groupe de rap en 89, 90, 90, 90... 87 même. 87, c'est un truc, c'est inouï à l'époque. Ouais, on fait partie des pionniers. C'est ça. Est-ce que déjà, maintenant, est-ce que tu te rends compte qu'à l'époque, ce que tu as fait, c'était quelque chose d'incroyable? Nous, on l'a fait avec le cœur, on l'a fait parce qu'il y a le hip-hop qui est venu nous frapper. On a commencé à smurfer, on a tourné, il y avait des gens qui faisaient des graffitis. La culture hip-hop est une culture assez large, c'était une culture qui, pour nous, représentait le futur. Quand c'est arrivé, fin des années 80, pour nous, c'était tu vois, à 13 ans, nous, le break est arrivé, Sydney a chopé, on a commencé à voir. Et moi, je viens de Sarcelles. Sarcelles, c'est une des villes où, en France, il y avait une grosse communauté afro-caribéenne. Donc, aussi bien des Africains que des Antillais et autres. Bon, beaucoup d'ethnies à Sarcelles. Je vais t'expliquer pourquoi, mais à Sarcelles, il y a aussi beaucoup de Juifs, de Français de partout, des Corses, des Asiatiques. Il y a une 60aine d'ethnies à Sarcelles. Donc nous aussi, c'est la force. Donc j'ai vraiment grandi avec tous des Marocains, des Juifs, des Antillais. Grosse culture antillaise quand même, parce que tout le monde s'appelait Timal. Parce que le patron de Kassav, Jacob de Marieux, habitait aussi là, et Kassav était... Grosse blanche. Ouais, voilà, tu connais la culture antillaise. Voilà. Et donc, ça y est, j'en ai perdu mon... Excuse-moi. Voilà, grosse communauté, grosse diversité. Oui, justement, je reviens à ma question, ça y est, je suis parti, tu m'as fait penser à Jacob, je suis parti loin. Et la question de base... Ah oui, c'était, est-ce que tu t'es rendu compte que créer un groupe de... Voilà. Je reviens. Non, donc quand c'est arrivé, on l'a fait par passion. On l'a fait, non, moi, mon truc, c'est moi, la danse, il y a le micro, là, j'ai envie d'écrire des trucs, j'ai envie... Donc moi, je l'ai fait de mon côté, Stomy l'a fait, on avait d'autres gars qui l'ont fait aussi, Ahmed Day, Moda, on avait un gars aussi, Gary X à la beatbox. Et donc on commençait à rapper, c'était des improvisations, freestyle. Quand les gens me disent aujourd'hui, ah vas-y, ça c'est pas un gars moi, oh, vas-y freestyle. J'ai commencé avec freestyle, je suis fatigué freestyle, laisse-moi au studio, j'écris, je fais un morceau. Ok, magnifique. Tu vois magnifique. Moi, freestyle, 13-14 ans, on a freestylé jusqu'au moins nos 25-26 ans. C'est après qu'on a commencé à être plus en studio. Ça. Et après, c'est pas le freestyle mais moi, ce que j'aime, en fait, c'est partir d'une idée, de la concrétiser. Freestyle, c'est 3 minutes comme ça, on freestyle, plein d'applaudissements. J'ai envie d'en faire un titre, au pire un clip, de chanter sur scène. Voilà. Toute cette démarche-là me fait beaucoup plus triper qu'un freestyle. Et je pense même pour aller plus loin, l'idée de base de juste faire de la musique. C'était la passion. C'est peut-être pour ça qu'on est encore là, ou que je suis encore là. Moi, je fais un truc de passionné. Moi, j'ai mes propres studios. Si j'ai envie d'enregistrer un titre demain, je peux enregistrer un titre demain. Et en même temps, il y a des choses qui se passent au studio ou d'autres personnes qui viennent enregistrer. Ça fait que tu écoutes, tu es tout le temps... avec une nouvelle vibe et tout ça. Je suis aussi commissaire à la SACEM pour l'aide à l'autoproduction. Donc, j'entends beaucoup de nouveaux groupes. On donne des subventions par mois aux jeunes créateurs. Donc j'entends beaucoup de nouveaux groupes de tous styles musicaux. Moi, je vote beaucoup pour le rap parce qu'autour de la table, il y a énormément de styles. Donc je milite pour le hip-hop. Exactement. C'est normal et c'est aussi...
Mais j'entends plein de jeunes artistes et plein de nouvelles inspirations, de nouveaux. Cool. J'en entends. C'est simple, c'est entre 150 et 300 titres par mois. Incroyable. Mais vraiment, moi, où je vais vraiment dans la liberté, c'est que quand je dis, maintenant, avoir un groupe de rap, des rappeurs, c'est commun. Mais le faire à votre époque, c'est hors du commun. Ouais, et c'est là où votre liberté, pour moi, je voulais vraiment mettre ça en avant. En plus de ça, il y a aussi la liberté de style, de thème. Parce que quand vous commencez, quand votre premier album sort, à cette époque-là, le rap, c'est un peu smooth. C'est MC Solar, c'est Johnny Go, Destroyman. Oui, et à part ça, bon, ça et encore, il y a quand même le verbe, le stylo, oui. le côté où ils apportent quelque chose, mais on est quand même sur une copie de ce qui se passe aux États-Unis. C'est ça. Beaucoup de rappeurs français. C'est ça. Pour la majorité du hip-hop. Exactement. Français. Et vous, de toute façon, l'histoire l'a prouvé, vous êtes le premier groupe de quartier, en fait. Ouais, mais c'est simple parce qu'on se dit, touffe ta fenêtre, il y a tellement de choses qui se passent dans nos quartiers. Pourquoi essayer de faire comme à l'époque un Chuck D ou. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Pourquoi forcément faire comme un Chuck D? Pourquoi pas raconter l'embrouille qu'il y a eu, les galères de la femme? C'est ça, bien sûr. Ces histoires-là, le rapport, voilà, toutes les histoires qui se passent dans nos quartiers. Je pense qu'il y avait de quoi en faire 50 ans. Exactement. Et déjà, alors vu qu'au niveau de vos styles, est-ce que déjà vous vous sentez déjà à part au niveau style du reste du game à cette époque-là? Mais tu sais que notre ville, Sarcelles, se sentait déjà à part. Souvent, on aime bien dire qu'il y a des quartiers comme ça dans le 91, le 94 qui ressemblent à Sarcelles, mais c'est vrai que ce sont des villes à part. C'est ça. Ce sont des villes avec toutes ces communautés rassemblées, plus ces fortes communautés africaines. Il y a une influence assez spéciale. Je reviens aussi par rapport à ce que je te disais tout à l'heure. Toutes ces communautés, par exemple, il y avait des Haïtiens à Sarcelles. Des Haïtiens à Sarcelles, ils ont leurs cousins en Haïti ou des cousins qui sont partis vivre aux États-Unis. Pendant les vacances, ils ont leur cousin qui vient des États-Unis. Et à l'époque, ils ramènent des cassettes VHS. Cassettes VHS avec le Beat Street, les derniers trucs, avant même qu'on le trouve en France. C'est ça. Donc nous, déjà à l'époque, on est branchés, la cassette se fait dupliquer et on se retrouve tous à regarder des Break Street 84 ou Beat Street dès que ça arrive, etc. On voit aussi des gars qui arrivent, qui marchent. Dès que le hip-hop arrive, nous dans Sarcelles, d'été, tu vois des mecs passer avec un gant blanc, un survêtement carré, tu dis... Ou l'époque de Flavor Flav, tu vois des gars arriver avec l'horloge comme ça qui marche dans un salle et toi t'es petit, tu vois ça, tu dis waouh. Et ça c'est le hip-hop. Oui, bien sûr. De plein fouet. Par exemple, je vais te donner juste un exemple. Quand quand MTV se crée, la ville test en France, c'est Sarcelles. À Sarcelles. Incroyable. Sarcelles, on a eu MTV gratuit pendant 2-3 mois ou je sais pas quoi, pour tester, de voir la réaction des gens. Nous, on avait ils ont implanté leur truc à Sarcelles parce qu'ils savaient que... Incroyable. Voilà. Donc le hip-hop, nous, on l'a eu dans notre ville très jeune. Magnifique. On a vu les Américains, et quand même dans notre organisation, dans ce qu'on copiait chez les Américains, il y avait le Make by Us for Us. Donc c'est pour ça que très vite, nous à 15 ans, on a lancé notre association Loi 1901 parce qu'on savait que personne ne croirait en notre délire. Il fallait qu'on le fasse nous-mêmes. Et on a commencé à chercher à exister en indépendant depuis très longtemps. Magnifique. Et alors, encore au niveau de la liberté, au niveau des thèmes, parce que par exemple, dans le premier album, il y a les thèmes durs, comme Garde à vue, Prisonnier de la monnaie, tout ça, mais aussi les thèmes, c'est là où on voit une liberté artistique incroyable, comme SOS, et surtout Brigitte, femme de flic. Parce que, en fait, quand je regarde, même parce que là, aujourd'hui, on parle de documentaires, on parle de séries, on parle de choses comme ça, notre vie dans les quartiers pouvait passer du rire aux larmes. C'est ça. C'est pas parce que tu venais, que tu criais peut-être révolution, que tu étais engagé dans quelque chose, que tu n'avais pas une femme derrière. Exactement, bien sûr. À un moment, tu rentres à la maison, tu faisais des bisous. Donc, nous, il y avait une phrase à Sarcelles, ou une expression, on disait c'est rien que du naturel. Donc tu peux aller en guerre, mais à un moment, après tu rentres chez toi, tu te poses, tu parles à ta mère d'une autre manière, etc. Donc on voulait le faire sortir même dans Ministère amer. Ce qui a été très dur. Et après, on l'a fait plus dans notre carrière. Ministère amer, c'était devenu l'armée. Et après, en solo, on a réussi à avoir la permission. Ministère amer, on a entraîné comme ça, tous ensemble.
Et après, dans nos albums solo, des gars comme Gynéco, ils sont en caleçon, chaussettes, les cheveux comme ça, en train de se gratter quand même. C'est Gynéco, ah ouais, ça c'est une autre légende. Mais est-ce que tu peux, pour les plus jeunes, expliquer le thème de Brigitte, femme de flic? Brigitte, femme de flic, c'est une histoire d'amour. En fait, c'est une histoire qu'il y a comme partout dans tous les quartiers, chez tout le monde, dans tous les villages, etc. C'est une histoire de femme qui fait ce qu'elle n'a pas à faire. Ouais, merci. Quand son mari n'est pas là. Ouais. Sauf que le mari a une profession assez spéciale. Et nous, on en joue dans Ministère, dans Brigitte, femme de flic. Ouais, ça c'est vrai. Mais moi, je trouvais qu'aborder ce terme-là pour l'époque. Oui, c'était provoquant. Ministère amer, c'était provoquant. Bien sûr. Ministère amer, on provoquait, on voulait lancer un pavé dans la mare, on voulait demander comment ça se faisait qu'il y avait ces contrôles faciès déjà à l'époque, qu'on n'avait pas les mêmes chances que les autres. Exactement. Les gros sujets maintenant qui sont évidents pour tout le monde, qui existaient déjà à l'époque, mais dont personne ne voulait parler. On a mis ça sur la table déjà. C'est ça. Déjà, encore, moi je dis encore bravo parce que je pense que oser faire ça à l'époque, alors qu'il y avait un chemin plus facile, moi je trouve que c'est quand même incroyable. Mais disons qu'on n'a pas choisi ce chemin-là en disant que c'était facile, c'était dur. On savait qu'on aurait des problèmes. Mais on se disait, on va dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Magnifique. On va dire, c'est pas normal. C'est ça. C'est pas normal. On n'est pas plus bête que les autres pour qu'on n'aurait pas les mêmes chances que les autres. C'est ça. Donc, Ministère amer, c'est un cri. Tu as 15 ans, tu es noir dans le monde, tu viens d'apprendre plein d'années d'histoire. Dans ces livres, bouquins d'histoire, tu vois le black, il a accroché à l'arbre, il est comme ça. Toi, tu regardes à la télé, à l'époque, il n'y a pas de Mbappé. Oui, bien sûr, c'est ça. Donc, tu dis, ouh, ma place dans le futur, c'est quoi, c'est ça? T'es pas plus bête que les autres. Tu vas en cours avec, il y a 62 ethnies autour de toi. Donc, tu as de quoi te comparer aux autres. Bien sûr. Non, c'est clair. Et pourquoi toi, tu aurais la place dans la cale ou la place accrochée à l'arbre? Donc, c'est un cri, et c'est un cri normal. Je pense que tout le monde peut le comprendre. Non, exactement. Et alors, maintenant, au niveau liberté musicale, est-ce que tu as retrouvé le morceau Mario? Non, je n'ai pas retrouvé le morceau. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Mario, il devait être, pour moi, ça devait être le premier morceau de l'histoire du rap français avec un beat afro, voilà. Malheureusement, tu n'as toujours pas retrouvé. Ça devait être dans l'album 95200. Ouais, donc quoi, en 95, 96 non, le 95200 est sorti en 94. 94, ouais. Donc voilà. Donc maintenant, c'est normal, on parle de musique afro, tout ça, mais à l'époque, c'est quand même un choc. Et tu as réussi quand même à aller au bout de ce projet-là avec les grands frères du Bisso Nabisso, qui est... Et pour moi, je l'annonce devant tout le monde, pour moi, l'album de Bisso Nabisso, pour moi, c'est le premier album de rap français. Attends, je reste comme ça parce que je connais un gars qui me fatigue avec ce que tu dis là. Ah, donc ça veut dire qu'on est... On n'est pas d'accord. Il me dit, je citais, il me dit, en fait, je ne suis pas d'accord, hein, c'est lui qui me le dit. Il me dit, en fait, entre Bisso Nabisso, qui amène vraiment une couleur, voilà, ça c'est vraiment du rap français, c'est pas du rap américain. Voilà. Et après, il me dit, aujourd'hui aussi, même un Jules ramène une couleur. C'est du rap français. C'est vraiment du rap français. Après, maintenant, il faut redéfinir le mot rap. Il y a des morceaux, aujourd'hui, de la nouvelle génération, où ça chante du début à la fin, qui sont estampillés rap. Non, ça chante du début à la fin. Donc, je ne sais pas si... Il y a un moment, il faut qu'on parle bien aussi. Je comprends. Mais un petit truc. Mais bon, Jules a installé un style. Il a installé un style, voilà. Et c'est différent d'Ericain, hein, il a créé quelque chose. Bon. Ouais, ça se discute. Mais est-ce que tu es d'accord avec la théorie du frérot et la mienne que Bisso Nabisso, c'est le premier album de rap français? Parce que comme avant, les autres rappeurs rappaient sur des beats à consonance américaine, ça c'est du rap en français. Non, mais Ministère amer aussi, on avait essayé de faire ça déjà. Oui. Mais... Ministère amer, on avait été samplé du Manu Dibango, parce qu'on s'était toujours dit, si on copie les Américains, ils sont toujours plus forts que nous. Jay-Z, quand il fait un Hard Knock Life, il le fait sur une cantine américaine, c'est de la culture américaine. Tu n'es pas au courant de ça, tu ne sais pas tu sais pas d'où ça vient, etc. Et tandis que pour tous les Américains, ça signifie quelque chose. Donc si tu vas sampler un truc comme ça, quelquefois tu ne peux même pas maîtriser toute la valeur de ton sample si tu n'as pas vécu. Oui, exactement, c'est ça. C'est vrai, hein, tu as beau étudier comme tu veux, mais quand même. Donc nous, on s'est dit, un des trucs où on est plus fort que les Américains, c'est nos origines africaines. Exactement. Eux, c'est des blacks africains. Ils n'ont pas le lien, ils ne se sont pas enracinés.
Ben, nous, on est là, mais on a notre racine. Moi, par exemple, je suis né à Brazzaville, au Congo. J'arrive en France avant mes 10 ans, etc. J'évolue, mais je fais des allers-retours, j'ai de la famille là-bas, de la famille ici, etc. Je suis enraciné. J'ai la double culture, c'est vrai, mais je suis enraciné. Et aucun ricain n'a mes racines. Donc, si j'ai envie d'être plus fort que les ricains, il faut te baser sur tes racines à toi. Et comme à un moment, l'Afrique passera devant les autres, ça, allons-y. Mais t'as pas répondu à ma question. Est-ce que tu es d'accord? Non, en fait, j'ai pas envie d'y répondre, j'ai esquivé. Non, je sais pas. Mais si on suit cette logique-là. C'est toi qui le dis. Et ton frérot? Parce que moi, j'aime le rap français et je pense qu'avec... je te cite un truc, tout à l'heure, on parle de plein de groupes. Là, je vais être sans filtre. Et tout à l'heure, on était en train de parler de X-Men. Avec les couplets de Hill, de Malade. La dernière fois, on m'avait demandé... donne un classement de tes 5 meilleurs rappeurs. J'avais cité Lino, j'avais cité... oui, mais c'est Booba, mais j'avais été jusqu'à des Damso, jusqu'à des Lefa, même dans les nouveaux... Enfin, non, j'aurais pu citer plus que 5, mais un Hill d'X-Men, tu vois... C'est surpuissant. C'est un tueur. Tu vois, on écoutait Retour aux Pyramides encore tout à l'heure, les placements, les jeux de mots, les rimes... croisés, de trucs avant, un dingue, tu vois. Exactement, exactement. Je le cite vraiment parce que je suis dingue du naturel. Donc pour moi, ça c'est du rap français, donc je peux pas dire que Bissot c'est... Tu vois, après bon, moi je suis fan de rap. Mais non, je comprends. Je suis un des pionniers du premier truc. Je pense que ce qu'on a fait avec tous les premiers groupes à l'époque, ça a tellement ouvert de portes, ça a influencé, même pas que le monde de la musique, ça a influencé toute la culture mondiale. Regarde les baskets, les baskets, casquettes, le style street, etc. Il y a plein de grosses boîtes qui se font des millions d'affaires avec ça aujourd'hui. C'est pas forcément les rappeurs qui en tirent le plus profit. Mais les problèmes, on les a eu, nous. Ah, ça, les polices, les amendes. Normal, les trucs. Vous rentrez pas, vous êtes en basket. Non, on les a eu, nous. Non, c'est clair. Et alors, je dis encore dans la liberté musicale, il y a le côté afro, et puis tu as fait les compiles dealer de zouk, dealer de raga, dancehall, tout ça. En fait, je veux te dire, la liberté musicale, je suis assez d'accord. Parce que venant d'où on vient, on avait un groupe comme Ministère Amer où je pense qu'on était assez dur. Et on a eu plein de portes fermées, on était accusés de tous les noms. Par rapport à ce qu'on disait, par rapport au fait, à l'endroit d'où on venait, par rapport à... Et Stomy et moi, on se disait, ou les membres de mon groupe, on se disait, mais en fait, est-ce qu'ils voient au moins la qualité artistique? Par exemple, on a écrit un titre qui s'appelle Damnés de la Terre dans le Ministère Amer. Aujourd'hui, il y a un film qui sort sur Fanon. On a lu Fanon, on a adoré Fanon, c'est une de nos références. C'était notre Malcolm X français. Exactement. Et on fait un titre qui s'appelle Damnés de la Terre, donc on épluche les livres, on prend des phases, des références. On se prenait vraiment la tête pour écrire des titres. On pouvait passer 3 jours avec dictionnaire, références, les références du livre, des images par rapport à ça. Il y a plein de connaisseurs, ceux qui aiment cet album du Ministère Amer, ils diront toujours Damnés de la Terre, oulala, qui connaissent le titre. Mais quand je vois la quantité d'images et la quantité d'écriture, de mots, de projection, quelquefois qu'il y a dans un tube un hit de 2 minutes 30 aujourd'hui de radio. Oui, je pense qu'il va falloir un jour, un moment, redéfinir ce que c'est du rap. Je comprends, c'est vrai. Mais alors, et moi, j'en ai parlé avec des gens plus anciens qui disent, ouais, mais le rap, il y a des codes. Mais moi, je pense que les codes, ils sont faits pour être cassés. Bien sûr, tu peux les casser. Tu dois, c'est vrai, garder une base. Oui, tu peux les casser, mais il y a un truc. Tu prends une baguette, tu la casses, tu la coupes, on reste sur casser, tu la casses en 2, ça te fait 2 bouts. 2 bouts plus petits. Tu casses ton code malgré tout, tu as la moitié de l'autre. Mais à force de casser, il ne te reste plus rien du pain. Je comprends. À la fin, il te reste le croton. Est-ce que le croton, c'est la baguette? Est-ce que tu appelles un crouton? C'est le reste d'une baguette. Quand tu viens et que tu donnes 1 euro, c'est le reste d'une baguette. Un crouton ou une baguette? C'est ça. C'est le reste. Pas le reste, sinon, tu vas à la boulangerie, tu dis je veux une baguette, tu donnes 1 euro, on te donne le crouton, tu l'insultes le boulanger.
Ben, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, vous voulez nous vendre un croton pour 1 euro. Tous les anciens disent, oh, quand même, encore la demi-baguette. Des fois, il faut des demi-baguettes. Elle est bien faite. Non, ok, je vois. Non, c'est vrai, non, c'est un long débat. Et alors, et encore plus loin que... C'est une nouvelle fable. Le croton et la baguette. Le croton et la baguette. Une nouvelle phase. Le croton et la baguette. Viens, on la met là aussi. Le croton et la baguette. Et en bas, tu mets 1 euro. Et tu prends. Donc voilà, par rapport à casser les... Hein, ouais. C'est bien beau, mais... C'est ça. Non, c'est clair, c'est clair. C'est physique et c'est réel. Ouais, ouais. Non, c'est vrai. Et alors, encore au niveau liberté musicale, bon, ok, zouk, reggae, dancehall, pop, hein, le fameux hit avec Calogero. En vérité, ça semble fou. En vérité, non. Regarde, je t'ai dit d'où je venais. C'est vrai, un mélange. Déjà, donc, le rap, truc, nos quartiers, on a parlé de Sarcelles, c'était notre ville, c'était le rap, boum, boum. Après, on n'a pas eu peur de faire nos solos ou de chercher un rap qui nous ressemblait plus. Avec notre culture africaine, on a mixé, etc. On a eu du bisso. Après, ayant grandi dans le 9-5, comme ça, en allant dans nos soirées, on avait du rap, la musique africaine et du zouk, on a dragué sur du zouk, où on s'appelait Timal, où on est même sorti avec, on a cassé les frontières, il fallait un jour que je fasse mon album de zouk. Un dealer de zouk, quand j'ai eu mon label, en produisant des artistes comme ça me permettait aussi, moi, d'avoir mon album de zouk, même si je n'étais pas zouker. Et toujours du message. On laisse parler des gens, tu vois le morceau. Ah oui, non, c'est ça, mais il y a un truc, la première phrase, c'est moi je viens d'Afrique et tu viens d'ailleurs. Je viens des Antilles et moi je vis ailleurs. Et alors Exactement, et alors, il y avait une scission quand même entre les afro-descendants, les Antilles et l'Afrique, et ça correspond encore mettre du message avec du sourire, dire allez, regarde, on peut se mettre ensemble, on peut faire des trucs qui déchirent ensemble. Exactement. Donc il y a toujours aussi une envie naturelle de le faire, tu vois, c'est ça revient à ce que on peut nous prenons pas au sérieux, mais faisons les choses sérieusement. Non, c'est clair. Donc un dealer de zouk, on se prend pas au c'est clair. Et même donc, et en même temps, même au niveau de la génération, tu mets un Jacob de Sevarieux qui est cassave, tu mets une Sheila, moi qui rappe, donc on mélange aussi plusieurs styles, etc. Donc oui, ça réunit les gens. Non, c'est clair. Et puis même encore par rapport au message, même face à la mer. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que les petits, quand je dis, vous savez qu'il y a Passy qui va venir ce soir et tout, il me dit, c'est qui Passy? Face à... Ah ouais, je connais. Tu vois, et même là, le message, il est magnifique, le message. Oui, le message est magnifique. En fait, avant d'écrire Face à la mer, le titre là, bon déjà, Calo, j'avais appris à découvrir Calo et on avait des gens qui bossaient en commun, je connaissais un peu son évolution, on s'est croisés plusieurs fois sur des concerts promo, il y a plusieurs groupes, etc., qui ont développé nos trucs, et le courant passait très très bien. Et même moi, j'avais aimé le travail du gars, c'est un putain de musicien. Et en apesanteur, il y a des titres comme ça, ou même d'autres titres, qui chantent même en concert, et je me retrouve là, si seulement je pouvais lui manquer le titre qui touche. C'est vrai, bien sûr. Calo a vraiment du lourd. Et donc, je savais qu'on faisait quelque chose d'assez spécial. Mais toujours pareil, c'est pour aussi, là, ce coup-ci, casser les a priori. Moi, dans le rap, j'ai vu Run DMC et Aerosmith. Bien sûr, mélanger du rap et du rock. Du rock au métal, je sais pas, 20 ans avant. Oui, c'est vrai. Tu vois, nous, en France, jamais on avait osé passer le pas, toujours coincé. Et avec ma liberté, en me disant, hey, je sais d'où je viens, j'ai pas de crédibilité à avoir, je fais ce que je veux. Et en même temps, c'est une certaine réalité. Qu'on soit rap, underground, etc., mon côté afro ou anti, avec lequel aussi j'avais grandi, je l'avais assouvi. Mais il y a un côté qu'on n'a pas assouvi. Tu vis en France. C'est ça. Johnny Hallyday, depuis que tu es petit, tu l'entends. C'est vrai. Johnny Hallyday est passé au Congo, ma mère écoutait du Edith Piaf, du Brel. Le Congo, c'est une colonie française. Oui, malgré tout, dans toutes nos musiques africaines, il y avait un moment où le côté français, colonie française, on a grandi avec du Johnny, du Brel, du Piaf, etc. Donc, il faut mûrir et être... Donc, avec tous ces projets, j'ai mûri et je me suis senti prêt à faire Face à la mer avec Calo et ensuite un titre avec Johnny Hallyday. Et en même temps, ce qui est logique, parce que ça, c'est notre côté français ou européen, notre côté belge, avec Johnny, même avec Brel. Tu vois, donc même vous, les Belges, en RDC, regarde. Ah c'est clair. Et alors, moi, je pense aussi, encore une autre fois, où tu casses les codes, c'est quand, pour moi, tu fais le jury le juge dans Star Academy, où c'est là où, pour moi, il y a eu... Bon, le rap a toujours été, tu as connu ça, le rap a toujours été à part
du reste de la musique populaire. Mais moi, je pense que quand tu es juge à la Star Academy, qu'on voit un rappeur juge à la Star Academy et que ton vote vaut tout autant que les autres, pour moi, à ce moment-là, pour moi, tu as apporté quelque chose. C'est pour ça que j'ai accepté, en fait. Ok, voilà. Okay. Parce qu'en même temps, TF1, ça faisait plusieurs fois qu'on faisait des choses avec TF1. Okay. Quand tu avais un gros titre qui marchait, tu pouvais faire les grosses émissions, etc. Arrivé un moment, c'est aussi une famille, une équipe technique, ils veulent leur émission comme ça, ils ont une façon de travailler. À un moment, je rentrais bien après les dealers de Zouk ou des Faces à la mer ou des choses comme ça. On avait fait plein d'émissions, on a toujours fait plein d'émissions télé depuis un certain moment. On s'entendait bien avec la team et il fallait qu'eux aussi, ils avaient envie de mettre justement cette touche urbaine déjà sur TF1. Après, il y a des gens qui arrivent à passer TF1. Donc, ils avaient 4-5 rappeurs sur moi aussi derrière. Je faisais partie des 4-5 et avec moi, ça a marché. Je pense qu'à l'époque, il y avait Stomy Illier encore aujourd'hui, donc c'est sûr que Stomy Illier était. Il y a Joey Star aussi. C'est vrai. C'est partie de cette liste tu vois, et Joey Star, c'est pas forcément de gens qui avons prouvé par la street et qui maintenant sommes connus par tout l'Hexagone. Exactement. Et donc, je faisais partie j'ai accepté. Je pense que tout ça, ça fait partie de la maturité. C'est peut-être un truc que j'aurais pas accepté 10 ans avant. Ou un truc comme ça. Ok. Mais j'étais très là. Ouais, je comprends. Après, non, tu évolues. Mais et en même temps, je savais le fait que d'être là un vendredi sur 2 pendant... Non, chaque vendredi, pendant 4 mois. Chaque vendredi sur la première chaîne française à dire toi 12, 3, 14 et expliquer mes raisons. Non, moi, c'était pas difficile pour moi. Hein. Je te jure, c'était super. Au contraire, moi, quand je fais ça, je vois les yeux des petits. J'étais comme eux. J'aime le son, j'aime la magie. Le jeune, il arrive, il a tel niveau, il travaille, il monte à tel niveau. Moi, je l'entends, je vois ce qu'il est capable de faire, je vois l'évolution. Je suis aussi producteur en plus. C'est quelqu'un sur qui je peux miser, quelqu'un que je peux... Non, mets-toi en rouge, Moi, je suis chiant aussi quand je bosse avec mes trucs. Donc là, j'ai une position où c'est pas moi qui investis les sous sur l'artiste. Et où c'est une position où je peux faire mon travail tranquillement sans avoir peur. D'habitude, je le fais avec mon label. Bien sûr. Quand j'accepte ça chez TF1, j'ai déjà produit comme je ne sais pas combien de disques. C'est vrai. Donc, je connais le fait d'investir sur un artiste, de flipper. J'ai fait des titres avec des Sayad, des Ninja, des Nuances. Donc, c'était pas compliqué pour moi. Au contraire, j'ai plutôt aimé l'exercice. Je l'ai fait une fois, mais peut-être que je le referai un jour. C'est vrai, franchement. Mais parce que tu partages un truc assez spécial et tu arrives à faire, produire, c'est ça. Pendant le Covid, j'ai lancé des formations, j'adore parce que à l'âge que j'ai, peut-être il y a un truc d'héritage, de legacy. Absolument. Et alors, justement, par rapport à Star Academy, est-ce que tu te rappelles de petit clash que tu as eu avec le rappeur qui avait Harlem, je crois qu'il s'appelait. Tu te rappelles ou pas? Ah oui. Ça, c'était une scène culte. Mais c'était un truc de ouf. Ça, c'était une scenne culte. Il avait repris MC Solar, je crois. Non, il avait repris MC Solar. Et des flambées, des trucs, donc il me parlait déjà comme des rappeurs, une grande gueule, tu vois, un rappeur qui avait une grande gueule et qui n'avait pas encore prouvé. C'est ça. Tu vas voir. Ok, pas de problème. Non, le jour où il m'a énervé, sérieusement, sur une émission télé, c'est le jour où il y avait 50 Cent qui est venu. Et lui, il est monté, il avait un duo avec 50 Cent. Au lieu de venir quand même avec un petit peu de swag, il est venu jean, chaussures pointues. 50 Cent, il est venu à l'époque, 50 Cent, il est venu... Extra large. Truc, il est venu, comme un chanteur de funk. Non, mais c'est vrai. Donc pour moi, le duo ne collait pas. Non, c'est vrai. Non, c'est clair. Mais moi, je me souviens du clash où tu disais... je crois qu'il avait pris, je crois que c'était MC Solar, je crois. Et il avait flingué le truc. Et tu as dit, mais moi, et lui, il disait, mais moi, si j'avais été MC Solar, j'aurais fait comme ça. Tu aurais dit, mais t'es MC Solar? T'as la carrière d'MC Solar? C'est ça. Tu te souviens? Je me souviens, il y a un truc comme ça. Et donc voilà. Alors, on est en Belgique. Est-ce que tu écoutes du rap belge? Pas beaucoup. Pas beaucoup en ce moment. Pas beaucoup, parce qu'en ce moment, j'essaie de pas trop écouter. Comme je rebosse des titres. Pour moi, j'essaie de créer sans être influencé par qui que ce soit. J'ai une équipe autour de moi qui me fait écouter quelquefois les dernières sensations françaises ou autres.
Mais c'est vrai qu'il y a tellement de sorties maintenant, je te jure. Ça va vite. Il y a tellement de sorties que moi qui aime le rap, je pourrais pas te dire tout ce qui sort. Je suis paumé. Après, on me dit, un tel qui cartonne, un tel qui cartonne. Ah ouais, mais avec Internet, c'est devenu un truc de dingue. Non, c'est clair, ça va beaucoup trop vite. Voilà. Moi, en tout cas, c'était la fin de l'interview. Moi, en tout cas, je voulais vraiment te remercier pour le temps que tu m'as accordé. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, on a bien rigolé. Ouais, franchement, c'était cool. Franchement, je te remercie infiniment. Donc, voilà. Donc, le média s'appelle Rap Lab. Voilà, on met la culture en avant, la culture belge. Mais voilà, mais quand on a l'occasion d'avoir des grands de notre culture, voilà, on essaie de les mettre aussi en avant. Donc, voilà, je te remercie infiniment. Vous avez fait, vous faites partie des premiers vendeurs aussi en France avec Benny B. Benny B. Alors, je peux parler de premier ou pas? Vas-y, parle. Quoi, mais les gens, ils aiment bien critiquer, mais Benny B, ils ont fait signer des groupes. Mais même avant ça. Partout, le fait de cartonner avec un single, les autres maisons de disques disent nous aussi, il nous faut notre rappeur. Et ça fait rentrer plein de types de rap. Voilà. Alors, en Belgique, c'est historique. Hein. On est la première compilation avant Rap Attitude. Oui. OK. Et Benny B, c'est le premier album long format de rap francophone. Mais vous êtes fous. Oh oui. Et Daddy K, ah, ouais. c'est un de ces DJ. J'ai mon DJ Noise qui déchire, je sais. Ouais. Daddy K. C'est une légende. Hein. Daddy K. Là, je vais faire un battle, Noise Daddy K. Ça peut se faire, hein. Et Noise regarde, il se réveille, il a dit, il va me défoncer. Parce que Noise, il anime pas. Daddy K, il anime. Big up à Daddy K. Merci infiniment, Matondo. Matondo Ming. Dans un bon mot causer. C'était pas si pour Rap Lab. Yes, I.